Et tu vas te mettre en place. Ouais, bonjour à tous. Donc on va démarrer un petit peu en retard, on est désolé. On va démarrer donc l'atelier constituant pour discuter de la constitution citoyenne. Donc on est ensemble de 17h à 19h. On va avoir plusieurs interventions, donc on propose un format en deux parties. Une première partie sous forme de conférence pour parler des différents processus constituants, donc avec trois interventions. Il va y avoir une intervention de Emmanuel Wekikrat des citoyens constituants qui va parler de ce qu'ils font au niveau des ateliers constituants et de sa vision. Donc chaque intervention va durer 10 minutes et après on pourra faire une petite séance de questions-réponses de 5 minutes et à la fin on propose de faire une plénière où chacun pourra participer et faire des questions aux différents experts. On vous invite à venir à l'intérieur du dôme. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à rentrer dans le dôme. C'est très simple, hein, vous passez directement et comme ça vous pourrez assister à la conférence. On peut s'asseoir par terre. Et vous pouvez vous asseoir par terre. Donc les interventions, Emmanuel des citoyens constituants, Monsieur Bellon de la PUC, qui est une association qui travaille sur la constituante depuis un certain temps, donc qui va présenter sa vision de la constituante. Et il y aura Camille qui va parler du processus constituant Osons le Big Bang démocratique, sur lequel on a travaillé, qui est un processus qui a été développé par la fondation Hulot, de la nature et de l'homme, qui a été fait par des experts et donc une proposition de constituante citoyenne. Donc on va discuter ensemble de ce processus constituant. Et après, on va faire un atelier participatif, on vous propose à partir de 18h, où ensemble, on va essayer de construire des propositions pour mettre en œuvre cette constituante citoyenne, comme nous, dans une réunion participative. Donc on va faire une réunion participative comme on a fait à Saillant, où tous ensemble, on va faire des propositions et on va choisir qu'est-ce qui nous paraît le plus important pour démarrer la constituante citoyenne. Donc voilà un petit peu le sujet du débat. Moi je vais faire juste une introduction. Pourquoi c'est important la constituante citoyenne et pourquoi la réforme institutionnelle est importante pour les luttes écologiques ou autres. C'est qu'aujourd'hui, le système démocratique ne permet pas à des propositions citoyennes qui regroupent 99% de la population d'émerger. Aujourd'hui, on est bloqué sur l'interdiction des pesticides. On est bloqué sur une vraie discussion sur le nucléaire. On est bloqué sur un certain nombre de sujets démocratiques. Pourquoi? Parce que les lobbies économiques ont trop d'importance dans notre constituante. On a un certain nombre de dispositions qui fait que les citoyens ne peuvent pas s'opposer et être correctement représentés. Le système représentatif actuel n'est pas suffisant et je pense que ça ne suffit pas. Ce que va proposer Macron, là, donc vous savez qu'en 2018 il va y avoir une réforme constitutionnelle, ne suffira pas. Donc comment transformer les institutions pour que les citoyens soient dans la décision et qu'on puisse enfin changer les choses sans avoir une prédominance des lobbies qui nous empêche de changer les choses. Donc ça c'était pour dire que la lutte démocratique c'est aussi important que la lutte écologique ou que la lutte sociale. Je le redis parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on fait une lutte démocratique pour ce qu'on appelle la cause des causes. Voilà, donc je reviendrai là-dessus, on pourra en reparler dans le débat. Et donc je vais laisser Emmanuel parler un petit peu des citoyens constituants et du process constituant qu'il propose. À toi Emmanuel. Merci Antoine. Oui, alors je voudrais parler du travail que nous faisons dans l'association Les Citoyens Constituants, qui est une association de loi 1901 qui existe depuis maintenant bientôt 4 ans, et qui s'est créée sur l'idée de la démocratie. Alors, à l'origine, l'idée de la démocratie par le tirage au sort, qui est le fondement de l'idée démocratique au départ dans l'Athènes antique. Et puis, la démocratie, pourquoi faire? C'est pour effectivement que les citoyens puissent s'impliquer dans la vie de la société, prendre les grandes décisions, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est-à-dire qu'on nous dit depuis qu'on est tout petit à l'école qu'on vit dans une démocratie, qu'on peut choisir nos représentants et que grâce à ça, on est dans le meilleur des régimes possibles. Or, quand nous élisons des représentants, en fait, nous leur cédons notre part de pouvoir démocratique, notre part de souveraineté. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Si j'élis une personne pour prendre des décisions à ma place, eh bien, j'abdique de mon pouvoir démocratique. Et donc, si nous élisons tous une assemblée de gens qui sont en principe des gens à qui nous faisons confiance, puisque nous les élisons, qui sont une élite de gens compétents, eh bien, c'est un pouvoir aux élites.
c'est une élitocratie que nous mettons en place, c'est pas une démocratie. La démocratie, ça suppose que des gens qui soient légitimes et qui représentent le peuple légitimement, comme par exemple si on tire au sort une assemblée, prennent les décisions que tout le peuple prendrait. Alors, parfois on parle de démocratie directe. J'aime pas beaucoup ce terme-là quand il s'agit d'un pays entier. La démocratie directe, on peut en faire dans un petit village, on pourrait en faire parmi nous. Mais au niveau d'un pays, on ne peut pas prendre des décisions éclairées à 50 millions de personnes. Je dis 50 millions parce qu'on est 50 millions d'adultes. On ne peut pas prendre des décisions à 50 millions de personnes. Donc, quand on veut prendre des décisions, et en plus, il faut que les décisions que nous prenions soient des décisions éclairées. Et il est très important que quand on prend une décision, ceux qui se prononcent aient pu écouter les différentes parties, et puis leur poser des questions, et puis les entendre délibérer, et puis élever leur niveau de compétence sur le sujet en question. Alors, voilà, c'est la raison du tirage au sort. Si nous tirons au sort une assemblée dans un nombre significatif de quelques centaines de personnes pour prendre des décisions, eh bien, que nous payons ces gens-là, que nous leur dégageons du temps pour délibérer, pour suivre des formations auprès de spécialistes, écouter des propositions de partis politiques, d'associations, d'intervenants divers de la société. Ces gens-là qui nous représentent et qui nous ressemblent, parce que des tirés au sort, il y aura grosso modo la moitié d'hommes et de femmes, il y aura des riches et des pauvres dans la même proportion que dans la société, il y aura des citoyens des villes, des campagnes, des banlieues, il y aura des SDF, des chômeurs, des employés, des patrons. On retrouvera à peu près une mini-société française. Et donc, c'est eux qui ont la légitimité démocratique. Mais comme ils sont tirés au sort et que ce ne sont pas des professionnels, ils n'ont pas de compétences particulières. Donc, quand il s'agit de leur faire prendre une décision, il faudra qu'ils élèvent leur niveau en écoutant des débats, en pouvant... alors, ces débats-là, bien sûr, il ne s'agit pas qu'ils débattent à huis clos sans nous en rendre compte. Ces débats-là devront être diffusés sur Internet. On doit pouvoir, nous, citoyens, les suivre, voir comprendre pourquoi telle loi est votée et pas telle autre. Et la démocratie, à la base, c'est ça. Mais alors, si on veut arriver à ça, comment le mettre en place? Qu'est-ce qui détermine qui décide dans le pays? Eh bien, c'est un texte, c'est la Constitution. Donc, avant de dire quelle loi nous voudrions, parce que moi, je sais quelle loi je voudrais, j'ai des tas de propositions à faire, et je ne serai peut-être pas d'accord avec chacun d'entre vous. Par contre, nous pouvons peut-être tous nous mettre d'accord sur la façon de désigner les gens qui feront les lois, sur la façon dont on les contrôlera, sur la façon dont on pourrait les révoquer s'ils trahissent, sur la façon dont on les paye, et surtout sur le fait que ce n'est pas à eux de décider de leur salaire, ce n'est pas à eux de décider de leurs indemnités chômage. Et il y a toute une série de choses qu'on peut mettre en place dans une constitution, et ça, on ne peut pas leur demander à eux d'écrire ces règles-là. C'est à nous, citoyens, de les écrire. Donc, avant de parler des lois, des bonnes lois, des mauvaises lois, du développement durable, etc., qui à mon avis, il faut inscrire dans la Constitution, parce que sans développement durable, eh bien, c'est la faillite de l'humanité et de la civilisation. Donc, c'est important que ça soit dans la Constitution. Mais au-delà de ça, il est important de décider comment est-ce que nous allons mettre en place les pouvoirs. Alors, nous prétendons, qu'il faut une assemblée constituante tirée au sort, et nous faisons la démonstration que des citoyens sont capables d'écrire la Constitution. Et nous en faisons cette démonstration-là en organisant des ateliers constituants qui sont ouverts à tout le monde. Donc on en a une fois par mois. On aura une initiation demain matin à 10h à l'Agora de Vivre Ensemble, un petit peu plus loin. Là-bas, il faudra peut-être prévoir des parapluies parce que la météo n'est pas très bonne. Et donc, dans ces ateliers constituants, on peut s'entraîner à écrire une constitution. On avait commencé, nous, à le faire pendant un certain temps, mais on s'est aperçu que si on écrivait une constitution, nous-mêmes, on pourrait y arriver assez rapidement, se mettre assez d'accord, mais en fait, elle n'aurait aucune légitimité démocratique. Parce que les gens qui viennent nous voir, tout comme nous-mêmes, on n'est pas représentatif de toute la population française. On est des gens avec un niveau socio-culturel un petit peu supérieur à la moyenne, on est des urbains, donc plutôt que de chercher à peaufiner la Constitution qui nous protégerait tous au niveau du pays, il vaut mieux définir les règles du processus constituant, à savoir comment tirer au sort une assemblée constituante.
est-ce qu'on tire au sort? Attention, il y a un débat, pardon. Oui. La tirer au sort ou les... Oui, alors il y a des gens parmi nous on rapproche beaucoup nos points de vue. Comme André Bellon d'une association pour une constituante qui se bat depuis des années, qui est une association plus ancienne que la nôtre, et qui lui veut élire une assemblée constituante. Alors il vous expliquera pourquoi, mais en fait les modalités qu'il propose sont bien plus intelligentes que les modalités par lesquelles nous élisons des représentants actuellement. On a un débat qui continue parce que pour moi ces modalités ne sont pas très applicables, mais bon, je ne suis pas en train de faire ce débat-là maintenant, je suis en train de vous présenter notre travail, et donc nous insistons. Donc comment tirer au sort des gens? Est-ce qu'il faut les payer? Est-ce qu'il faut prendre parmi des volontaires? Comment est-ce qu'on les contrôle? Comment est-ce qu'on les forme? Puisque j'ai parlé de les former, comment est-ce qu'on les aide à débattre respectueusement, en respectant le même droit de parole pour tous? Tout ça, ce sont des principes que nous écrivons collectivement sous forme d'articles dans un ensemble d'articles qu'on appelle les règles de l'Assemblée constituante. Parce que nous sommes persuadés que pour avoir une bonne constitution, peu importe qui sera tiré au sort, du moment que ce tirage au sort ait lieu d'une façon honnête, ce qui est important, c'est la façon dont les tirés au sort seront formés et pourront débattre. Et que dans tous les cas, si on a un bon processus constituant, on aura une bonne constitution. Même si individuellement, on n'aurait pas les articles il y aura peut-être des articles que je voudrais, que je ne verrai pas dans la Constitution écrite par vous tirés au sort. Mais en revanche, je suis persuadé que cette Constitution sera meilleure que la Constitution que nous avons actuellement, qui a été écrite par deux hommes principalement, qui étaient De Gaulle et Debré, pour établir les pouvoirs de Gaulle et de Debré, puisque De Gaulle était président de la République, Debré était le Premier ministre. Ils ont écrit une Constitution pour eux. Et ça n'est jamais bon quand les gens qui sont au pouvoir écrivent les règles qui déterminent leur pouvoir, l'étendue de leur pouvoir, les contrôles de leur pouvoir, les limites de leur pouvoir. Non, ça c'est aux citoyens de le faire. C'est pas aux gens de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Donc nous travaillons sur ces règles de l'Assemblée constituante, et maintenant nous entamons des réflexions pour aller au-delà, parce que imaginons qu'on tire au sort une Assemblée constituante et qu'elle ait mission de nous donner une bonne constitution pour dans quelques mois. Comment est-ce qu'on fait en attendant? Quelle constitution doit agir? Parce que si ça arrive, c'est certainement pas Emmanuel Macron qui va et sa clique ou les autres partis politiques qui vont organiser le tirage au sort de cette élection, de cette Assemblée constituante. Non, ça ne se fera que s'il y a un rapport de force populaire, c'est-à-dire que si nous tous, on s'empare de cette idée, tiens, bonjour Emmanuel, si nous tous, on s'empare de cette idée, eh bien, on pourra l'imposer. Et tant qu'à imposer quelque chose, il faudra qu'on ait sous le coude aussi une constitution provisoire à minima, qui fasse consensus entre tout le monde, qui se contente d'expédier les affaires courantes, et qui soit l'organe d'autorité qui permettra d'avoir accès aux listes électorales ou aux listes des citoyens majeurs pour organiser ce tirage au sort de l'Assemblée constituante et appliquer les règles que nous, citoyens, nous écrivons. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il faudra une constitution provisoire avec des pouvoirs minimum d'un gouvernement provisoire, mais le but de ce gouvernement-là ne sera pas de faire la révolution, ça sera d'attendre que la constituante ait fini son travail, parce que ça sera elle qui aura la légitimité démocratique. Nous ne prétendons pas l'avoir. Nous avons juste une légitimité d'initiateur et on compte faire porter cette légitimité et le travail que nous faisons, le faire prendre en compte par chacun d'entre vous et faire tâche d'huile, boule de neige comme on veut, pour pouvoir imposer ça au niveau national. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. S'il y a des questions, comme je devrais partir à moins 20. Donc j'ai regardé l'heure. Bon, j'espère que tu vas avoir le temps. Je vais te donner, attendre une seconde. Je repose un petit peu les choses. Je vais être très court, tu vas voir. Comme tu as présenté, Emmanuel, le travail de l'association Citoyens Constituants. Or, les citoyens constituants. Or, depuis 2005, il y a l'association Pour une constituante. Mai 2005, donc le référendum là, qui nous a été volé, ça a quand même été le début du Big Bang démocratique qui se met en œuvre aujourd'hui. Donc moi je suis très heureux que tu sois venu
André, Moi aussi. depuis le dialogue avec Emmanuel, et qu'on est les deux banderoles de deux associations. Quels sont les acteurs du processus constituant? Il y a ces deux associations-là, mais il y en a d'autres. Il y a les Gentivirus, donc la Fondation Hulot, puisqu'elle est une des seules organisations qui a produit un process constituant, comme on peut dire, un schéma constituant, des modalités pour une constitution. Il y a le mouvement Utopia, qui travaille avec les Jours Heureux. Je donne là des noms d'associations que tout le monde ne connaît pas, mais quand même. Il y a le mouvement pour la 6ème République, donc les Insoumis. Il y a le Front Social, pour l'instant, ils en parlent un peu, mais c'est pas leur acte, bien sûr, mais j'en ai entendu parler dans des réunions du Front Social, donc c'est quand même large. Maintenant, il y a beaucoup de monde, y compris Ruffin, par exemple, François Ruffin, et depuis qu'il est à l'Assemblée, il dit « Ah oui, maintenant j'ai compris pourquoi il faut changer la Constitution ». Il y a donc le mouvement Nuit debout, ça existe toujours. Le Parlement citoyen pourrait être intéressé. Je cite ces organisations pour dire, tant qu'elles ne travailleront pas ensemble, à mon avis, tant qu'elles ne seront pas capables de se mettre d'accord sur des fondamentaux, on restera isolés, petits, on va ramer, quoi. Donc je vais te passer le micro, André, pour que tu nous dises, vous, votre association, comment vous envisagez le processus constituant. Bien. Bonsoir. Alors, merci à celles et ceux qui sont là, et puis merci à celles et ceux qui ne sont pas là, mais qui seront là la prochaine fois. Lorsque, en 2005, à l'issue du référendum du 29 mai, puis d'ailleurs de ce qui a suivi, c'est-à-dire ce déni de démocratie que peut apparenter un coup d'État, nous avons décidé de lancer l'association Brune Constituante. Ce qui nous a frappé, c'est que lorsque nous faisions des réunions et qu'on disait constituante, la réponse était en gros toujours la même. Qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Lorsqu'on le dit aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Donc déjà de ce point de vue, c'est une victoire. Une victoire qui d'ailleurs pose des tas de problèmes parce qu'on n'a pas obligatoirement tous la même définition. Je ne pense pas qu'on va résoudre d'ailleurs toutes les différences d'interprétation ce soir, mais au moins on commence à poser un certain nombre de problèmes. Je dois dire, d'entrée de jeu, la constituante, c'est remettre à plat les règles du jeu, de la vie, et donc de la vie politique, bien entendu. Et remettre à plat. Et donc l'aboutissement naturel de cette remise à plat, c'est une assemblée élus qui décident des institutions, donc de la règle du jeu. Cela étant, la constituante, je dirais c'est un symbole, c'est un aboutissement, mais à tout prendre, nous, le processus qui y mène est plus important que l'objectif. Le processus, c'est comment, petit à petit, recrée-t-on la citoyenneté? Comment fait-on en sorte que les gens redeviennent effectivement des citoyens de telle manière que cette constituante ne soit pas uniquement une apparence, mais soit réellement l'émanation de quelque chose qui émane profondément de l'ensemble de la communauté et de l'ensemble des citoyens. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il faut bien être conscient que le système actuel, bon, il a des tas de défauts qu'on a évoqués, qu'on évoquera encore, les défauts sociaux, les défauts écologiques, les défauts ceci, les défauts cela, il y en a plein, et la liste serait fort longue. Mais il a comme défaut consubstantiel de détruire la citoyenneté. Et bien pire que de la détruire, de nous faire accepter qu'elle soit détruite et de trouver ça bien en extrême. Il y a une espèce de processus d'aliénation qui fait que nous avons accepté, parfois sans nous en rendre compte, parfois nous en rendant compte mais en trouvant que c'était secondaire, nous avons accepté que tous les attributs de la citoyenneté, petit à petit, disparaissent. Alors pourquoi? D'abord, le premier attribut de la citoyenneté pour moi, c'est la capacité qu'a chaque citoyen de réfléchir, de contester, de contredire. Ça s'appelle, du moins dans la grande tradition, ça s'appelle la liberté de penser, ça s'appelle l'esprit critique.
Et l'esprit critique est une chose qui a complètement disparu sous le coup d'un certain nombre de processus qui nous ont imposé une manière de penser, bonjour, en matière économique, en matière sociale. On ne peut pas penser autrement. On est obligé de penser d'une certaine manière. Il n'y a pas d'autre solution possible. C'est la mondialisation, que voulez-vous, on n'y peut rien, etc., etc., etc. Et nous avons fini par intégrer cette idée qu'on ne peut plus s'opposer aux choses principales. Alors je repense souvent, effectivement, au philosophe Alain qui disait « penser, c'est dire non ». Je crois que c'est un élément fondamental. Nous devons réapprendre à dire non. Voilà. Et il n'est pas possible de parler de constituante, quoi que ce soit, parler de démocratie, si nous n'avons pas dans la tête que nous avons le droit de dire non. Alors l'aliénation, en plus, elle a pris d'autres formes, c'est-à-dire que le citoyen, qui théoriquement est un membre de la collectivité nationale, le citoyen a été de plus en plus parcellisé. On l'oblige à penser en termes très particuliers, en fonction de son origine sociale, mais pas seulement, en fonction de son sexe, en fonction de son ethnie, en fonction de, etc., etc. C'est-à-dire on parcellise. Et les citoyens finissent par ne plus penser qu'en fonction de ces catégories et oublient ce qui les relie, c'est-à-dire les droits naturels de tous les citoyens. Il faut donc retrouver le sens de ces droits naturels et il faut, ça ne veut pas dire que les problèmes que j'ai évoqués sont des problèmes secondaires, ça veut dire simplement qu'ils ne doivent pas faire oublier ce qui fait le fondement qui nous relie et qui est la citoyenneté. Et s'il n'y a pas cette citoyenneté, d'une certaine façon, ce n'est pas la peine de parler de constituante parce qu'on reproduira la même chose ou éventuellement on répondra à des intérêts catégoriels, ce qui est sûrement utile pour les catégories en question, mais qui n'a pas d'importance au plan de l'ensemble de la collectivité. Et ça a moins d'importance parce que qu'est-ce qui est en cause depuis le 29 mai 2005 ? C'est un mot qui est devenu quasiment péjoratif dans la bouche d'un certain nombre de responsables, souveraineté. La souveraineté, c'est l'horreur dès qu'on dit souveraineté, souverainisme, bon. La souveraineté, c'est quoi? C'est la volonté collective. Tout simplement. C'est la démocratie, la souveraineté populaire. C'est un autre mot qui désigne la démocratie. La démocratie, c'est la souveraineté populaire. Or, ce mot-là, non seulement a été oublié, mais en plus, il est devenu quasiment obscène. On ne peut plus en parler. Ben si. La souveraineté, c'est notre parcelle de pouvoir. Et c'est en mettant en commun toutes ces parcelles de pouvoir que, finalement, on crée quoi? On crée la souveraineté populaire et on crée la démocratie, c'est-à-dire la capacité de poser cette question, la constituante. Et la constituante est donc l'aboutissement naturel de la remise sur le tapis du débat sur les droits naturels des citoyens, de la remise sur le tapis de la question de la souveraineté, de la remise sur le tapis de l'ensemble de nos droits que nous partageons tous ensemble, quelles que soient nos origines sexuelles, ethniques, de genre ou autres, nous les mettons ensemble parce que nous sommes tous ensemble des acteurs de cette démocratie. Voilà. Alors c'est ça la constituante. Et donc d'une certaine façon, c'est à la fois pour nous un objectif tout à fait essentiel qu'on vient d'évoquer, qu'on évoquera encore, mais c'est avant tout un symbole pour obliger à recréer ces droits naturels, cette citoyenneté et donc la souveraineté populaire, c'est-à-dire la démocratie. Alors voilà à quoi nous travaillons. Alors bien entendu, nous ne fonctionnons par cercle. Bon, nos cercles, un certain nombre ont fait des propositions sur ce que pourrait être une constituante, sur des propositions éventuellement constitutionnelles. Mais tout cela, d'abord chacun fait les siennes, donc elles ne sont pas obligatoirement en harmonie, mais peu importe, elles participent du débat. L'essentiel, c'est que nous ayons cette conscience collective
Et c'est à ça que nous essayons de travailler, et je dirais c'est à ça que j'essaie, avec d'autres évidemment, de participer aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup André. Puisque tu es là, avant qu'Emmanuel parle, puisque vous êtes tous les deux d'une association qui pourrait être concurrente, c'est ça moi je trouve le problème, c'est pour ça que je participe à l'organisation là. J'ai besoin que vous ne soyez pas concurrents, sachant que Emmanuel et son association, les citoyens constituants, prônent le tirage au sort, pas dans toutes les circonstances mais régulièrement, enfin c'est un de vos chevaux de bataille, et que l'association emmenée par André Bellon a des méfiances sur le tirage, n'est pas contre le principe, mais vous avez déjà débattu, on ne va pas refaire le débat. J'ai besoin, avant que tu partes Emmanuel, là il y a un tableau, on a écrit point d'accord, point de clivage. Parmi tous les acteurs du processus constituant, on peut se pouffer le nez à l'infini, et pendant ce temps-là, les autres ils vont continuer à faire de l'argent sur notre dos, et sur notre santé, etc. Donc si je mets point d'accord, est-ce que si je mets que le peuple ou que nous écrivions nous-mêmes la prochaine constitution, ça vous êtes d'accord tous les deux? Donc je vais l'écrire, oui, mais écrire nous-mêmes écrire nous-mêmes la constitution, ça me semble le point d'accord principal, puisque l'expérience islandaise, en Islande, ils ont commencé à écrire leur propre constitution suite à la crise des subprimes. Il faut préciser ce qu'on dit nous-mêmes. Et ensuite, j'aurais besoin de connaître les points, les points de clivage pour en commencer, parce que tant qu'on n'aura pas fait la liste de ce qui nous sépare, on ne pourra pas décider de le régler plus tard et de se concentrer sur ce qui nous met d'accord aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on continue à discuter, André et moi, tout le monde, avec tous les citoyens, sur la façon de nommer l'Assemblée constituante. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est pour l'élection, je suis pour le tirage au sort, mais l'élection telle qu'il la conçoit n'est pas du tout une élection telle qu'elle est organisée actuellement pour l'Assemblée nationale. Il voit des élections au niveau de villages qui se réunissent, qui envoient des délégués, etc. Tu me fais signe non si tu n'es pas d'accord. Et donc pas du tout une élection de type 5e République. Quant au tirage au sort, tel que je le préconise, et nous le préconisons chez les citoyens constituants, ça n'est pas du tout non plus l'image négative qu'il s'en faisait au début, et il l'a compris. Il ne s'agit pas de tirer au sort des gens qui vont, comme avec une loterie, même à la limite tirer au sort les lois, etc. Non, pas du tout. Mais il s'agit d'avoir une assemblée qui représente tout le peuple et qui puisse débattre et élever son niveau de débat avec le peuple également, en recevant des pétitions et avec une communication et une transparence permanente. Donc je crois que André a été rassuré sur cet aspect-là. Moi j'ai été rassuré sur sa vision d'élection. Maintenant, il nous reste à harmoniser nos stratégies, on va dire. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, André? D'abord, s'il s'agissait de reproduire ce qui existe, d'une certaine façon, je ne vois pas pourquoi on ferait une constituante. Il suffit de dire qu'on reproduit ce qui existe. Et voilà. Donc, il va de soi que cette question ne se pose pas. En ce qui concerne le tirage au sort, on ne va pas reprendre les débats que faisaient les Grecs. Personnellement, j'ai une autre interprétation de l'histoire, mais à l'extrême, d'ailleurs, je m'en fiche. Non, viens au fait, bon. Voilà, à l'avenir. Mais sur la suite. Un citoyen, recréer la citoyenneté. Et je dis bien, l'objectif fondamental, c'est recréer la citoyenneté dont on